Merci. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler de la physique attoseconde en relation avec la mécanique quantique et les 100 ans de la mécanique quantique. Je ne sais pas ce qui se passe, là, je n'ai pas d'image. Ah, voilà. Je voulais commencer par faire un tout petit clin d'œil à cette académie et un petit clin d'œil d'une petite sœur académie, l'Académie royale des sciences de Suède, qui est beaucoup plus jeune, qui vient de fêter ses 275 ans. On l'a fêté, c'est un peu bizarre, mais on l'a fêté avec une série de colloques peut-être semblables à celui-là. C'est une académie fondée en 1739 par Carl von Linné, que vous voyez ici, et vous voyez le document fondateur de cette académie, ainsi qu'une photo de l'académie, beaucoup moins grandiose que celle-ci. Le bâtiment date de 1915. Qu'est-ce qu'un attoseconde ? Sarzarosh a déjà parlé de l'ordre de grandeur attoseconde. On a autant entre une seconde et l'âge de l'univers qu'entre une seconde et une attoseconde. Et on voit sur cette image un petit peu les différentes échelles de temps entre les échelles de temps astronomiques et mécaniques, électroniques. Femtoseconde, c'est le temps du mouvement des atomes dans la matière. Et attoseconde, on arrive au temps du mouvement des électrons dans la matière. Donc, dans cet exposé, je vais tout d'abord vous parler de la génération de ces impulsions attosecondes. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer un peu ce qu'on commence à faire, qui est de regarder des mouvements ultra rapides d'électrons dans la matière, ce qu'on peut appeler la physique atomique ultra rapide. Alors, la physique attoseconde est née en fait à la fin des années 80. C'est vraiment né de la recherche fondamentale qui consistait à étudier la réponse d'atomes au champ laser, un champ laser relativement intense. Et dans cette recherche, en regardant l'émission lumineuse par les atomes exposés à un champ laser intense, on a observé une génération d'harmoniques d'ordre très élevé, comme vous pouvez voir sur ce spectre, qui montre l'intensité du rayonnement harmonique. Donc harmonique, ça veut dire une fréquence qui est un multiple de la fréquence laser, qui va jusqu'à des ordres extrêmement élevés. Ici, on est autour de 60-70. Ce sont des harmoniques d'ordre impair du rayonnement laser pour des raisons de symétrie. On est dans le domaine, on part de l'infrarouge et on va jusqu'au domaine qui s'appelle l'extrême ultraviolet, donc de l'ordre dans ce cas-là, on parle d'électronvolts, quelques dizaines d'électronvolts. Et ce qui est très spectaculaire, c'est ce phénomène de plateau. C'est une échelle linéaire ici, donc c'est vraiment un plateau. Tous ces harmoniques, bien que l'ordre soit très différent et très grand, ont la même probabilité et donc forment ce plateau. Et ici, il y a une coupure du phénomène. La coupure de ce côté-là est simplement une coupure expérimentale. On peut faire une petite parenthèse musicale. Les harmoniques, c'est un phénomène très connu en musique. Et c'est même ce qui fait le clang des instruments de musique, c'est la quantité d'harmoniques qu'un certain instrument a lorsqu'on excite une certaine fréquence. C'est un résultat expérimental obtenu dans notre laboratoire. L'étudiant a amené son violon, j'ai amené ma petite flûte, qui était oubliée depuis une quarantaine d'années. Mais on voit que la différence ici entre le ton d'un violon ou d'une flûte, les violons produisent un son avec plein d'harmoniques. C'est presque un plateau, un petit peu comme notre plateau d'harmoniques lumineuses. Et par contre, les instruments avant, je crois, ont beaucoup moins d'harmoniques dans leur son. Je termine cette parenthèse musicale, je reviens à la lumière. Comment est-ce qu'on comprend ce phénomène de génération d'harmoniques d'ordre élevé qui va amener aux impulsions attosecondes, comme vous allez le voir? On décrit, donc là, on fait vraiment la mécanique quantique, on décrit l'interaction entre un atome et le champ lumineux, donc, qui est décrite par l'équation de Schrödinger, que vous voyez ici pour un atome d'hydrogène, avec le potentiel coulombien, que vous voyez ici, et puis le potentiel dû à l'interaction avec le champ laser, qui est représenté ici par cette droite. Ce qui est important ici, c'est qu'on a
un champ laser intense, donc ce potentiel dû au laser est comparable au potentiel atomique et va déformer de façon importante le potentiel qui est vu par l'atome. Et donc il y a une certaine probabilité, à un certain temps ici, que l'électron, ici dans son état fondamental, passe par effet tunnel, donc c'est vraiment un phénomène quantique fondamental, passe par effet tunnel, sort de l'atome, est ionisé. Et vous voyez ici une image d'un des paquets d'ondes électroniques donc, émis par effet tunnel. Cette équation, malheureusement, est impossible. On ne peut pas résoudre cette équation analytiquement et même par des méthodes perturbatives, car le champ laser est trop intense. On fait ça par des méthodes numériques, c'est ce que vous voyez ici, ou par des méthodes évidemment approximatives. Alors qu'est-ce qui se passe après cette émission tunnel? L'électron est libéré donc de l'atome. Là, il va se comporter de façon classique, il va partir de l'atome, mais ensuite le champ laser va changer de sens, et donc l'électron va être réattiré par le noyau. C'est ce que vous voyez ici, et donc se retourne vers son père, on peut dire, ou sa mère, je ne sais pas. Et il y a une certaine probabilité de recombinaison vers l'état fondamental. Je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un phénomène d'interférence entre le paquet d'ondes de retour qui revient vers l'atome et l'état fondamental qui est resté. Et en même temps, cette recombinaison s'accompagne d'émissions d'une impulsion lumineuse très courte dans le domaine attoseconde. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail ce phénomène et cette émission de l'électron par l'atome, ce retour et cette recombinaison, on voit qu'il y a plusieurs trajectoires électroniques possibles. Il y a une certaine dispersion du temps de retour de l'électron au niveau du noyau et de l'énergie au retour. Cette dispersion est de l'ordre de 100 attosecondes et la dispersion d'énergie est de l'ordre d'une dizaine d'électronvolts. Donc ça donne la dimension de ce paquet d'ondes électroniques qui revient vers le noyau. Il est localisé temporellement de l'ordre de 100 attosecondes et sa largeur spectrale est de l'ordre de quelques dizaines d'électronvolts. Et lors de la recombinaison, ces propriétés sont transmises à l'impulsion lumineuse qui va donc être de l'ordre de 100-200 attosecondes avec une très grande bande spectrale de l'ordre de quelques dizaines d'électronvolts plus le potentiel d'ionisation, l'énergie d'ionisation qui est typiquement entre 10 et 20 eV. Là, je vous ai parlé donc de l'émission d'une impulsion attoseconde correspondant spectralement à un spectre très large et continu. Je vous ai parlé au début de génération d'harmoniques d'ordre élevé. Pourquoi est-ce qu'on a une génération d'harmoniques? C'est parce qu'en fait, ce phénomène que je vous ai décrit se répète en fait 2 fois par cycle laser, une fois d'un côté de l'atome et l'autre fois de l'autre côté. Et donc, on a une émission de plusieurs impulsions attosecondes qui ont en fait des signes opposés. Et dans le domaine spectral, ça correspond à un spectre. Ce spectre ici va être modulé. Et ce qu'on voit ici, c'est donc un peigne de fréquence harmonique d'ordre impair. L'ordre impair est relié à la symétrie du problème et à ce signe opposé entre plusieurs attosecondes, plusieurs impulsions attosecondes consécutives. Ce phénomène n'est pas seulement un phénomène pour un atome unique, ce n'est pas une radiation incohérente d'un ensemble d'atomes, auquel cas ce serait un phénomène relativement peu intéressant et sans beaucoup d'applications. C'est également un phénomène d'optique non linéaire où tous les atomes vont émettre dans une certaine direction, en phase. Il faut qu'une certaine relation de phase soit réunie pour avoir l'émission d'un rayonnement cohérent macroscopique de cet ensemble d'atomes. Les impulsions attosecondes ont été mises en évidence expérimentalement au début des années 2000, avec le premier résultat obtenu par une équipe à Paris, au laboratoire d'optique appliquée, aussi au CEA. Et je vais reparler de ces interférences plus en détail plus tard. Donc ce signal ici montre qu'effectivement on a un train d'impulsion avec, dans ce cas-là, une durée de 250 attosecondes.
presque au même moment, une équipe de Vienne, l'équipe du professeur Ferencross, a obtenu non pas seulement un train d'impulsion attoseconde, mais également une impulsion attoseconde unique en utilisant des lasers qui ont eux-mêmes une très très courte durée d'impulsion. Et depuis, les records se multiplient. On est, à l'heure actuelle, on est autour de 60 attosecondes. Pour terminer ce premier paragraphe, je vais vous emmener un petit peu dans le laboratoire pour vous montrer à quoi ressemblent ces impulsions, enfin ces caméras attosecondes, si on peut dire ça. Quelle est la taille de notre dispositif expérimental. Typiquement, c'est une grande salle laser, comme la moitié de cette salle à peu près. Donc là c'est une image de notre laboratoire où on fait de la physique attoseconde, et je vais vous présenter les résultats un petit peu plus tard avec des boîtes qui contiennent des lasers femtosecondes et puis ici des dispositifs qui nous permettent de générer ces pulses attosecondes. Donc, dans ce cas-là, on a un laser qui est basé sur titane saphir, laser femtoseconde et avec une cadence de 1 kHz, ça veut dire 1000 coups par seconde où on produit ces générations, ces impulsions attosecondes. On essaye de... c'est un processus intéressant parce qu'on est capable de changer les échelles de ces impulsions en termes d'énergie et de répétition, simplement en changeant le laser qui va générer ces impulsions. Ici, on utilise un laser beaucoup plus grand, un laser terawatt. On a un dispositif beaucoup plus grand aussi, c'est presque comme une ligne de lumière de rayonnement synchrotron. Et ici, on essaye de produire des impulsions intenses qui vont nous permettre, à leur tour, de générer des phénomènes non linéaires dans l'ultraviolet lointain, X. Encore plus grand, ça c'est un petit peu dans le futur, au niveau européen, il y a un effort pour construire une facilité qui va vraiment, avec des lasers pour pousser cette science attoseconde. Ça, c'est une image d'ordinateur de cette facilité qui se trouve à Szeged en Hongrie. Mais j'ai eu la chance de visiter cette facilité la semaine dernière. Donc ça existe maintenant en vrai. Et donc on est en train de construire un système pour générer des impulsions attosecondes intenses. Dernier exemple, où là on essaye de développer des sources attosecondes à très haut taux de répétition. On utilise des techniques laser d'optique paramétrique amplifier. Je m'excuse, mais je ne sais plus comment parler anglais dans français. J'ai plus l'habitude. Et ici, donc, le taux de répétition, c'est 200 kHz. On a relativement peu d'énergie par impulsion, mais c'est pas très grave pour certaines applications, surtout en matière condensée, en physique des surfaces. Donc ça, c'est des sources futures pour ce type d'application. Là, on a une source beaucoup plus compacte, et typiquement une table optique avec le laser que vous voyez dans ces boîtes, et puis une petite chambre à vide où on génère ces harmoniques. Donc je passe maintenant au deuxième chapitre de cet exposé, où je vais vous présenter ce qu'on essaye de faire en physique atomique ultra rapide. On va dire que dans notre domaine, on ne s'intéresse pas uniquement aux atomes, on s'intéresse aussi aux molécules et même aux grosses molécules. Moi, c'est un petit peu mon point de vue, le point de vue que j'ai adopté, c'est d'essayer de commencer par les systèmes relativement simples, qu'est-ce que sont les atomes, et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les atomes. Premièrement, je commence un petit peu par un petit peu la mécanique classique. Lorsqu'on a des impulsions de lumière courtes, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de filmer et de voir un mouvement rapide. Et là, je passe au niveau classique. Premier flash qui a été inventé par Edgerton en 1957, qui a permis de faire ces images magnifiques que vous voyez ici. C'est une goutte de lait qui tombe sur une surface. Et vous voyez ici une pomme traversée par un, je ne sais plus comment on dit en français, vous voyez. Et puis ici, un joueur de tennis, on arrive à reconstruire le mouvement lorsque, je crois, ce joueur de tennis fait un smash, peut-être. Je passe tout de suite au domaine microscopique.
et la chimie femtoseconde, et où là, le but était de regarder le mouvement des atomes dans les molécules. La technique utilisée ici, c'est une technique qui s'appelle pompe-sonde, que vous voyez illustrée ici, où on commence une certaine réaction chimique, on a une impulsion qui va faire le start d'une certaine réaction, et ensuite on va observer le produit de cette réaction à l'aide d'une deuxième impulsion lumineuse. Et comme ça, on peut faire un film en variant le délai entre ces deux impulsions. Et vous voyez ici Ahmed Zeewal, qui reçoit le prix Nobel en 1999 pour le développement de cette chimie femtoseconde. Donc je passe maintenant à la physique attoseconde. Comme j'ai dit, on s'intéresse maintenant au mouvement des électrons dans les atomes, quelques ordres de grandeur. Si on regarde le temps qu'un électron ns sur l'atome d'hydrogène met pour parcourir une trajectoire évidemment dans le cas de l'atome de Bohr, est 150 attosecondes. Vous voyez qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Si on fait un calcul d'ordre de grandeur en utilisant la formule d'Eisenberg sur, par exemple, l'effet photoélectrique, on a déjà parlé d'effet photoélectrique et je vais en parler beaucoup, l'ionisation d'un atome, par exemple l'atome d'argon ici, avec une impulsion qui fait de l'ordre de 30 électronvolts, on voit que l'ordre de grandeur est 40 attosecondes. Donc on est vraiment dans ces domaines de temps. Alors comment est-ce qu'on va mesurer un temps aussi court ? En fait, ce qu'on va faire, on va pas utiliser les techniques Planck-sonde, c'est en train d'être développé, et je pense que ça va venir dans notre domaine, mais c'est encore un petit peu difficile. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va passer dans le domaine spectral. J'ai parlé beaucoup du domaine temporel, on va passer dans le domaine spectral, et en fait, on va utiliser notre bande spectrale très large, cohérente. On va faire un petit peu comme font les opticiens dans le domaine de l'optique ultra rapide, c'est-à-dire qu'en fait, ils caractérisent leurs impulsions lumineuses, non pas dans le domaine temporel, mais dans le domaine spectral. Ils caractérisent le profil lumineux dans le domaine spectral, y compris la phase, qui est évidemment importante pour pouvoir revenir au temps. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, et je trouve ça c'est très intéressant sur le plan de la mécanique quantique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer une fonction d'onde, en fait, ou une probabilité d'ionisation. On va mesurer non seulement l'intensité, mais aussi la phase, grâce aux techniques attosecondes. Pour introduire ça, je vous montre ici un spectre de photoionisation de l'atome d'argon dans le domaine dont je vais vous parler, typiquement entre 20 et 30 électronvolts. C'est un résultat, je trouve, très très joli, obtenu au début de rayonnement synchrotron, en 73. Donc ici, c'est un spectre où on mesure l'intensité de la probabilité de photoionisation en fonction de l'énergie. Donc c'est une section efficace qui est représentée. Et on voit un petit peu de spectroscopie ici. C'est la couche externe de l'atome d'argon est 3s2, 3p6. Et donc au début, on ionise en couche 3p. Et puis après, on ouvre les canaux en couche 3s avec ici les résonances d'auto-ionisation, des résonances de Fano, qui sont des résonances de fenêtres dans ce cas-là. Et ensuite, la section efficace descend ici. Et dans ce domaine, on a à la fois l'ionisation en couche 3p et en couche 3s. Donc on regarde ce même type de problème avec l'idée, on mesure non seulement l'amplitude ici, mais la phase de cette photoionisation. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va utiliser des techniques d'interférométrie. Alors, quel est notre interféromètre quantique ? Notre lumière d'excitation, c'est un train de pulse attoseconde qu'on va limiter ici par un filtre d'aluminium. Donc voilà notre lumière d'excitation, un peigne de fréquence entre 20 et 40 eV. Dans le domaine temporel, ça correspond à un train d'impulsion attoseconde. Donc on ionise l'atome d'argon. Vous avez ici un schéma des processus et on détecte l'énergie des électrons qui vont être émis. Alors comment est-ce qu'on fait notre interféromètre ? On ajoute une fréquence qui est la fréquence laser en fait, donc une fréquence oméga ici. Donc voilà le champ laser. Et
Ce qui fait qu'on va ajouter ce type de processus ici, où on absorbe un photon laser, ou où on émet un photon laser. Et de même pour toutes les fréquences harmoniques. On voit apparaître ici des pics d'électrons, de sideband. Et vous voyez ici notre interféromètre quantique. Ici, on a deux chemins qui vont vers le même état final. Donc, en regardant ces sidebands, on va pouvoir déterminer une phase, et notamment cette phase d'ionisation. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Quand on a un interféromètre, il faut faire varier quelque chose. Il faut faire varier un des bras par rapport à l'autre. Donc, on fait ça en faisant varier le retard entre l'impulsion laser et notre train d'impulsion attoseconde, qui va nous donner un signal d'interférence ici, où le paramètre important ici, la mesure importante va être cette phase du signal d'interférence. En pratique, comment on fait ça? On utilise un interféromètre optique où on a dans un des bras, on va générer nos impulsions attosecondes avec un filtre ici, et dans l'autre bras, on va avoir notre impulsion laser, et on peut changer le délai entre les deux. Ensuite, on focalise les deux champs dans une chambre d'interaction où on a un petit peu d'argon, et on va enregistrer l'énergie des électrons. Voilà un signal expérimental où on voit très clairement cette oscillation. Donc vous voyez, ça correspond aux ordres des harmoniques. Donc le signal intéressant, c'est entre les harmoniques, c'est le signal qui oscille. Et vous voyez qu'on est capable d'avoir un signal sur une grande largeur spectrale, et c'est ça qui va nous donner après la résolution temporelle. Sur une grande largeur spectrale, on aura une résolution temporelle très petite. Donc, je vais aller un petit peu plus loin maintenant dans l'interprétation physique de cette phase, vous voyez, qui varie pour différentes sidebands ici. Cette phase, en fait, d'abord, on aime bien en parler, on va passer au temps ici. C'est un signal périodique, qui est périodique avec une périodicité qui est 2 fois la fréquence laser. Donc ça fait une périodicité de 1300 attosecondes, dans notre cas, 1,3 femtosecondes. Donc on aime bien parler de temps ou de délai, ça serait plus correct. Et en fait, on va avoir deux contributions. Une contribution qui vient de l'impulsion lumineuse lui-même, le fait qu'il y a une certaine dispersion, peut-être que la phase va varier entre cette harmonique et celle-là, et celle-là, et celle-là. Donc il y a une contribution qui vient de l'impulsion lumineuse elle-même, et puis il y a une contribution qui va venir des électrons qui s'ionisent. Donc c'est ce que j'appelle tau 2, qui vient de cette ionisation, et c'est ça le temps qui nous intéresse. Il s'est passé quelque chose un peu bizarre. Quelle est la contribution de ce temps tau 2 en fait, il s'agit de la diffusion du paquet d'ondes électronique dans le puits de potentiel. On parle d'un délai de groupe du paquet d'ondes électroniques. C'est vraiment relié à la phase de diffusion dans le puits de potentiel, et comment cette phase varie en fonction de la fréquence. Et en fait, c'est pas très original. Déjà, Eugen Wigner, en 1955, a parlé de ce délai de groupe du paquet d'ondes électroniques, qui est égal à la dérivée de la phase de diffusion dans le puits du potentiel. C'est tout à fait analogue au délai de groupe d'une impulsion lumineuse qui traverse un matériel avec une certaine dispersion. C'est pas tout à fait l'histoire complète. On a aussi un délai supplémentaire dû à la mesure. C'est pas étonnant, on fait une mesure quantique assez difficile, et notre interféromètre nous amène à utiliser ces photons infrarouges qui nous permettent d'avoir une interférométrie, et donc on a aussi une contribution de ce champ infrarouge qui est en fait une avance. Vous voyez que c'est négatif, et qui donc, ici, je suis désolée pour ce changement d'ordinateur ici, donc ici c'est tau 2 qui est égal à tau 1, plus cette contribution qu'on appelle tau cc, due à la mesure interférométrique. Donc je vais passer maintenant aux résultats expérimentaux.
Ce qu'on mesure donc, c'est en fait, j'espère que vous pouvez voir quand même, ça c'est le tau moins le tau dû à l'impulsion lumineuse et puis le tau 2 qui nous intéresse. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de mesure du temps absolu, évidemment. Donc en fait, c'est le temps qui nous intéresse ici, mais on ne connaît pas de façon absolue la contribution des impulsions attosecondes et puis le temps, le delay entre les deux bras de notre interféromètre optique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder deux processus en même temps et on va faire une différence de temps ici. Donc on va en fait mesurer une différence de délai. On va mesurer, par exemple, la différence entre l'ionisation de l'atome d'argon en couche 3s et en couche 3p en même temps. On ionise l'atome d'argon en couche 3s et en couche 3p avec la même impulsion lumineuse, avec le même retard, tau. Donc on est capable de déduire la différence entre ces temps tau 2. On pourrait représenter ça sur une horloge. Notre horloge donc fait 1 heure, c'est 1300 attosecondes. On n'est pas capable de déterminer le temps absolu, malheureusement, mais on est capable de déterminer un temps relatif entre une ionisation en couche 3p et une ionisation en couche 3s. Que disent nos expériences? Voici le résultat expérimental, un spectre d'interférométrie de l'ionisation de l'argon en couche 3s et en couche 3p. Ce qui est intéressant ici, c'est donc les interférences que vous voyez ici pour des ordres pairs. Donc on relie ici le maximum de ces interférences. Et on peut comparer avec 3s. On voit qu'il y a effectivement un retard de l'ionisation en couche 3p par rapport à l'ionisation en couche 3s. Ce retard est de l'ordre de 100 attosecondes. Si on calcule ce temps dû à la mesure, on peut revenir au temps d'ionisation, donc j'ai parlé, qui est de l'ordre de 30 attosecondes. On peut faire des choses plus compliquées, et qui est par exemple, quelle est la différence de temps pour un électron d'ionisation simple. Ici, il s'agit de l'atome de xénon, et du même atome de xénon, mais d'arracher 2 électrons au lieu d'un électron. Là, on s'attaque vraiment à des problèmes plus difficiles et on espère, par ces techniques, avoir plus d'informations sur le phénomène de double ionisation par absorption d'un photon. Quel est le mécanisme? Comment est-ce que les électrons vont se partager l'énergie? Enfin, des tas de questions comme ça qu'on essaye de voir maintenant dans le domaine temporel. Dans ce cas-là, c'est un exemple, le type de résultat qu'on obtient. À nouveau, je voudrais insister sur le fait que voici un résultat qui montre l'amplitude. C'est une carte de coïncidence où on voit ici l'énergie cinétique des 2 électrons en fonction de l'énergie de l'électron lent. Je ne vous décris pas les détails du résultat, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est capable de mesurer non seulement cette amplitude, mais aussi la phase de cette transition de photoionisation double. Et si on analyse maintenant, par exemple, un point de cette carte, et on peut lire la phase ici, on a l'impression que les deux phénomènes sont synchronisés. On voit une différence ici de l'ordre de 55 attosecondes. En fait, si on prend en compte à nouveau le temps dû à la mesure, on a une différence de 580 attosecondes. On peut calculer le temps que met un électron pour être ionisé, et on arrive à ce temps de double ionisation qui est de l'ordre de 500 attosecondes. Donc ça met un petit peu une échelle de temps sur ces phénomènes d'ionisation, phénomène d'ionisation double où on a un électron qui s'en va et puis un autre qui va être excité et qui va s'en aller. Le temps d'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 500 attosecondes. Je voudrais terminer par un autre phénomène intéressant qu'on a vu sur cette courbe montrant l'ionisation résonante de l'atome d'argon, qui est cette ionisation donc résonante, où on a une excitation en couche 3s vers un état excité discret 4p, et ensuite une interférence, à nouveau une interférence quantique entre 2 chemins, donc l'ionisation directe dans le continuum, ici 3p, et une ionisation via cette résonance, ce qui s'appelle auto-ionisation,
donc, où il y a une autonisation vers le continuum 3P. Et c'est un phénomène en fait qui est étudié depuis très très longtemps, depuis le début de la physique atomique, et qui, en fait, il y a un article absolument très séminal de Hugo Fano en 61. En fait, c'est un article qui a été écrit en 1934. Fano était étudiant de Enrico Fermi, et Enrico Fermi lui a soumis ce problème. Et Fano a résolu le problème en 1934, écrit un petit article dans un journal italien, mais ensuite, quelques années plus tard, réécrit la solution de ce problème de façon très intéressante. Donc, qu'est-ce que nos techniques attosecondes peuvent amener à ce problème? La mesure de la phase. On est capable de mesurer non seulement l'amplitude de cette résonance, donc une résonance dans ce cas-là qui est une résonance de fenêtre, mais aussi la phase. Et donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on peut faire ce type de mesure. Et la phase est pas exactement égale à pi. Donc on apprend des choses intéressantes sur la dynamique de fait qu'il y ait plusieurs canaux d'ionisation. Et ça nous permet aussi de remonter à la dynamique, cette fois-là, femtoseconde du paquet d'électrons. Donc je voudrais conclure en résumant cet exposé. Je vous ai parlé de la génération d'impulsions attosecondes et montré que c'est vraiment un phénomène quantique entre un paquet d'ondes qui est émis par effet tunnel, qui part et qui revient, et qui se recombine et interfère avec l'état fondamental. Je vous ai parlé de notre technique d'interférométrie pour faire de la physique attoseconde, où vraiment on développe et utilise un phénomène quantique ici, qui est basé sur l'absorption de ces harmoniques plus un faisceau laser infrarouge. Et puis, ces techniques nous permettent à nouveau de regarder des phénomènes d'interférence quantique, comme par exemple le phénomène vraiment classique d'auto-ionisation qui a été décrit théoriquement par Hugo Fano. Donc je vous remercie beaucoup. Je voudrais présenter mon groupe de recherche ainsi que nos collaborateurs.